Le 7e art reprend ses droits sur ITV. Vous êtes sur Sénéwood. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Au sommaire, dans les actualités du cinéma, El Maestro, c'est le film documentaire co-réalisé par Macky Madiba Sylla sur la grande voix de la musique afro-cubaine, Laba Sossé, en avant-première au Canal Olympia de Dakar ce vendredi. Ce film documentaire est un hommage donc à Laba Sossé, mais également à toutes les grandes voix de sa génération. Toujours au chapitre des actualités du cinéma, le film ou le long métrage La Nuit des Rois, un film de Philippe Lacotte qui sera diffusé ce 11 juin au complexe cinématographique Sembène Ousmane. Un long métrage avec comme thématique le pouvoir et ses excès. Assure les précisions tout à l'heure. Et enfin, dans les coulisses de ce Sénéwood, on reçoit Fatou Kandé Senghor. C'est la réalisatrice de la série Wallabok, une série portrait de la jeunesse sénégalaise à travers le hip-hop. Oui, une série qui aborde la culture du hip-hop dans le milieu de la banlieue sénégalaise, de la banlieue dakaroise. Interview à suivre tout à l'heure. Dans les actualités du cinéma d'ici à d'ailleurs, on s'intéresse à Laba Sossé. Il était l'un des plus grands vocalistes de la musique afro-cubaine et son histoire est retracée dans le film documentaire co-réalisé par Macky Madiba Sylla, El Maestro, Laba Sossé. C'est donc sa carrière qui a commencé dans les années 60 en Gambie. C'est un film qui rend également hommage à cette grande voix, mais aussi à toutes les autres grandes voix de sa génération. El Maestro, Laba Sossé. Je vous propose de suivre d'abord la bande-annonce de ce documentaire. Il y a des artistes qui forcent l'admiration des peuples. Et le maestro Laba Sossé était de cela. Laba Sossé, c'est un gars avec qui, quand tu joues, tu as l'impression que tu es le meilleur de la planète. Quand tu vois là-bas, tu entends là-bas, tu penses toujours tout de suite à cette musique cubaine. Il a tellement aimé cette musique qu'il la vivait. Je me souviens qu'une nuit, là-bas, chantait dans son sommeil. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, tonton, mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mamie, je dormais. Pardon, excuse-moi. Il avait une voix sublime, une belle voix, franchement. Ah là là, franchement, par rapport à l'évolution de la musique actuelle. À quoi il me fait penser Laba Sossé? À un Africain qui a amené la musique afro-cubaine, la chanson de la musique afro-cubaine, au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Là-bas, tout était musique. Son environnement, sa façon de causer, sa façon de saluer, de plaquer avec les gens. Il ne savait pas prendre les gens malheureux autour de lui. Ça, franchement,
c'était quelqu'un de bien, comme on n'en voit plus. Hein. Nous venons donc de le voir ensemble, cette bande-annonce du documentaire sur El Maestro Laba Socé. Il s'agit de l'un des virtuoses de la musique afro-cubaine, un film documentaire qui rend hommage à cette génération de musiciens avant-gardistes des années 60, 70 et 80. Macky Madiba Sylla a voulu ainsi partager l'histoire de ce patrimoine avec la jeune génération, le tournage, la réalisation. Comment est-ce que tout cela s'est passé? Il nous a accordé une interview. On regarde. El Maestro Laba Socé, c'est un projet de film documentaire que je porte depuis quand même un peu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est à la suite voilà, d'une interview du maestro du temps de son vivant que j'avais lu, qui m'avait beaucoup marqué. Donc voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je me suis toujours dit qu'un jour viendra où je pourrais, voilà, Inch'Allah, réaliser ce film. Donc ça m'a pris 6 longues années. Donc voilà. Et puis bon, j'ai été un peu partout. Il a fallu pour ça d'abord faire des recherches, en savoir un peu plus sur le maestro, sur Laba Socé, sur la musique afro-cubaine. Donc la première étape, ça a été d'aller à Cuba. Et puis voilà, d'aller à la Havane et puis de faire des recherches, aussi bien sur Laba Socé, sur sa musique, sur pas mal d'autres choses. Et puis j'ai rencontré voilà, un collègue à moi qui lui aussi est un monteur plutôt suisse. Donc ça par la suite, il a été tellement voilà, subjugué par le projet qu'il m'a dit qu'il voulait rejoindre l'aventure. Donc c'est un film qui a été réalisé par moi-même, Macky Madiba Sylla, et Lionel Bourki, qui lui est suisse. En me documentant, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide. Bah, pas uniquement sur Laba Socé, mais toute cette génération de salseros. Bon, il y en a beaucoup qui nous ont malheureusement quittés. Et bon, voilà, je voulais combler ce vide, quoi. Pour moi, au-delà même du vide, pour moi, c'est une véritable injustice. Voilà, on a fait comme si, en fait, le Sénégal a fait comme si ces gens n'ont jamais existé. Voilà, c'est-à-dire que voilà, ils sont dans le décor. On sait, on a tous grandi avec la musique afro-cubaine. Nos parents écoutaient cette musique, dansaient sur cette musique. Donc pour moi, c'est une façon de fixer le patrimoine. Parce que Laba Socé, il fait partie du patrimoine immatériel de la Sénégambie. Donc le fixer dans le patrimoine, c'est-à-dire voilà, dans la pellicule, afin que les générations actuelles et puis futures puissent aussi découvrir le style de vie de nos parents, leur jeunesse, leur époque, la musique qu'ils écoutaient, le style vestimentaire qu'il y avait. Parce que nous avons très peu d'informations sur les années 60-70. C'est-à-dire que sur la période de nos parents, il y a un vide, mais incommensurable. Donc à travers Laba Socé, au-delà même de sa personne, nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est l'importance déjà de la transmission. Voilà, c'est très important. Et puis au-delà de ça aussi, le patrimoine. Parce que Laba Socé, il fait partie comme je le dis encore une fois, du patrimoine immatériel du Sénégal, de la Sénégambie. C'était important de le fixer dans le patrimoine, faire en sorte que les gens se souviennent de lui et que rien que le fait qu'il soit tombé dans l'oubli, pour moi, c'est une énorme injustice. Donc c'était une façon de le, entre guillemets, réhabiliter, mais à travers lui, toute cette génération de salseros, c'était très très compliqué. Plus compliqué que je ne l'imaginais. C'était très très dur, ça a pris 6 ans parce que bon, voilà, pour monter un film, c'est un vaste chantier. Voilà, il faut escalader la montagne. Ça aussi, ça fait partie des bizarreries de l'Afrique. Quand il faut faire un film, il faut que l'Occident dise si on doit le faire ou pas. Donc il faut écrire à la fin. Moi, je veux faire un film sur un personnage qui est africain, je ne sais pas qu'est-ce que la francophonie vient faire là-dedans, quoi. Donc c'est juste incroyable. Donc c'est les Occidentaux qui disent est-ce qu'on doit faire un film ou pas. Ça déjà, ça pose problème. Bon, après, bon, eux, ils disent qu'ils le font pour nous aider, mais voilà, peut-être que c'est une démarche un peu plus politique que ça. Mais moi, j'ai été très frustré
par les demandes de subventions, la façon dont on demandait à nous de prouver que c'est un sujet qui allait intéresser les gens ou pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'est l'Occident qui dit, voilà, quel sujet nous devrions ou pas aborder. C'était très, très, très compliqué, ça a été très long, mais bon, c'est aussi l'occasion pour moi quand même de rendre hommage au Sénégal, parce que à la direction du cinéma, au FOPICA, bon, à travers l'ancien ministre de la Culture, M. Abdoulatif Coulibaly. Et eux, quand ils ont vu l'importance quand ils ont compris l'importance du projet, automatiquement ils ont réagi. Pourquoi ce choix? Parce que Canal+ a acheté le film, tout simplement. On est assis sur un patrimoine extraordinaire. Si les réalisateurs et les télés se mettent ensemble, on peut faire un travail phénoménal. Mais malheureusement, on ne l'a pas encore compris. On va faire une projection, on sera à Canal Olympia le 4 juin, Inch'Allah. Ensuite, le 19, on sera à Saint-Louis, au Festival de Jazz. Et le 21, Fête de la musique, on va faire une projection beaucoup plus populaire à Ziguinchor, en Casamance. Donc l'idée aussi, c'est de délocaliser les projections, ne pas tout centrer sur Dakar, parce que bon, le Sénégal, il ne sait pas que Dakar. Donc c'est important aussi qu'à l'intérieur du territoire du pays, qu'on puisse avoir aussi accès à ce genre de film. Mais je me battrai, même si c'est très compliqué, pour que une chaîne de télé puisse diffuser le film. Bon, en fait, moi, au-delà même de la musique afro-cubaine, je n'ai pas un lien spécial avec cette musique. Je ne suis pas un féru de musique afro-cubaine. Par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'était pour moi incompréhensible. Une personne de la stature de Laba Sossé, quelqu'un qui a été disque d'or aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a fait mieux. En 1982, quelqu'un qui a fait le tour du monde avec sa musique, quelqu'un qui a joué avec les plus grands musiciens, quelqu'un qui a fait Laba Sossé, on est dans les années 80, il allait jouer aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, à Miami, au Canada. Donc à une époque très très compliquée pour un artiste déjà de sortir du pays, a plus fort raison d'avoir une résonance internationale. Moi, ma démarche, elle est beaucoup plus militante. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, quand je suis à l'étranger, parce que moi je vis en Suisse, donc je regarde la télé, on nous parle tout le temps, enfin les Occidentaux, ils parlent tout le temps de leurs artistes. Ils te montrent ce qui s'est passé en 70, en 68, en 61. Mais chez moi, je n'ai pas de référence en fait. Toi-même, si je te dis, Dakar, ça ressemblait à quoi en 69, 70, je ne sais pas. Donc voilà, quel genre de musique. Et puis l'autre aspect, c'est le côté archive. Il a été très, très, très compliqué de trouver des archives. Il a fallu qu'on aille jusqu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et c'est là où on a trouvé les archives finalement. Voilà. Et même les archives qu'il y a ici avec notre chaîne nationale, ne serait-ce que pour les avoir, j'ai couru presque 3 ans. Donc c'est juste pour comprendre que c'est une question de mentalité. Voilà. Mais bon, ça, on a posé un jalon. Je suis loin d'être le premier. Quelqu'un comme Moussa Sen Absa a fait un film sur Aminata Fall, la jazz woman. Voilà. Et puis il y a Ousmane Biliambay qui a fait un film sur Sedna Insawad. Et puis Angèle Diaba a fait un film sur Yandé Kodou. Il faut que ça soit normal. C'est-à-dire que le Sénégal on ne doit pas rester une année où il n'y a pas un film, soit sur Ismaël Lo, soit sur Cherlo, soit sur Baba Mal, Youssou N'Dour. Le Super Yamano a 40 ans de musique, de carrière. Il n'y a rien sur eux. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Donc avant, on pouvait dire, oui, il y avait ceci, il y avait cela. Mais aujourd'hui, quand même, on se dit qu'il y a un problème. Il y a urgence à fixer dans le patrimoine nos grands hommes de culture. Voilà. Donc, pas que ça, parce que là, je travaille sur mon deuxième film, mais c'est sur Jules-François Bocandé. En film documentaire de 90 minutes, parce que pareil, Bocandé, je me suis rendu compte que voilà, il est décédé il y a 8 ans, c'est une légende, et on connaît très peu de choses sur lui. Donc voilà, mais les chaînes de télé, avec les chaînes de télé, en partenariat avec nos chaînes de télé, on peut construire de belles histoires. On est capable, parce qu'à force de dire que les gens buzzent le New Burger, buzz, on oublie l'essentiel. Le patrimoine, il faut le fixer. C'est important que les jeunes sachent dans quel pays on vit et quels sont les grands hommes, les grandes figures qui ont eu à contribuer à l'émancipation, non seulement de ce peuple, mais aussi qui ont eu à poser leur pierre à l'édifice. Toujours dans
Deuxième chapitre des actualités du cinéma, le pouvoir et ses excès. C'est le thème principal du long métrage La Nuit des Rois, un film de Philippe Lacote dont la diffusion est prévue d'ailleurs au complexe cinématographique Sembène Ousmane ce 11 juin, donc réalisé par le cinéaste ivoirien Philippe Lacote. Je vous le disais tantôt, c'est un film qui vous renferme dans un espace dont on ne sort qu'à certains moments de la narration du film. C'est un mélange de drame, d'aventure et de comédie surtout, le tout dans un environnement hostile et étouffant. Il s'agit là d'une prison de la Maka d'Abidjan. La Nuit des Rois, c'est un film donc qui rend hommage à la tradition des griots. Suivons le teaser. Ce soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. La Maka leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. C'est lui, c'est notre roman. À présent, les coulisses de ce Sénéwood, je vous le disais tantôt, cela s'intéresse aussi à la série Wallabok. C'est une histoire orale du hip-hop au Sénégal et dont le tournage a été bouclé le mois de mai, oui, le mois passé. Aujourd'hui, nous sommes avec la réalisatrice de cette série, à l'initiative donc de la réalisatrice sénégalaise Fatou Kandé Senghor, avec sa boîte de production Warou Studio. Dans cette série, la cinéaste se propose donc de dresser un portrait d'une jeunesse sénégalaise au prisme de la culture du hip-hop. Elle est avec nous pour en parler. Fatou Kandé Senghor, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, je réponds aux invitations intéressantes. Merci beaucoup en tout cas. D'abord une brève présentation de l'artiste à nos téléspectateurs avant d'aborder le sujet. Fatou Kandé Senghor, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours dans le milieu audiovisuel. Bobo dina ma neex parce que moi je suis une artiste. Je suis une artiste avec un grand A. Parce que dans ma formation, on m'a dit qu'un artiste pouvait tout faire, pouvait utiliser toutes les disciplines possibles et imaginables, parce que son sujet était mieux traité d'une discipline à l'autre. Donc pour moi, faire de la photo, faire des installations, faire des costumes, ou du cinéma, c'est la même chose. Mon degré d'investissement
reste le même. Mon engouement pour fournir le travail reste le même parce que j'ai des objectifs très clairs, très précis. Donc je me définis toujours comme une artiste d'abord, comme une cinéaste ensuite, parce que mon trajet dans le cinéma a été un trajet qui m'est très cher. Lorsque je suis rentrée de mes différents voyages dans le monde, j'avais 25 ans. Le premier film sur lequel j'ai travaillé, c'était un film de Moussa Senabsa. C'était Tableau Ferraille et j'ai fait des photos de plateau. J'étais déjà une universitaire, j'avais déjà bourlingué beaucoup dans le monde, j'avais déjà une certaine connaissance. Je n'étais pas une jeune stagiaire avec zéro de tout qui arrivait dans un milieu. Je connaissais le cinéma puisque c'est ce que j'avais étudié. Et j'ai adoré retrouver un univers qui est très cher à Moussa Senabsa. Et c'est quelque chose qui nous a légué de l'avoir côtoyé sur plusieurs films, puisque j'ai aussi travaillé au costume sur Madame Brouette. Et après Moussa Senabsa, tout de suite, j'ai travaillé pour Semben. J'ai travaillé pour Semben au costume. J'ai fait les costumes pour son film Fatkine. Mais je suis restée dans son univers, je vais dire, d'amitié. Et c'est ça qui, pendant 10 ans, m'a vraiment nourri et ouvert les yeux, puisqu'il m'a connecté avec tous les autres grands réalisateurs, cinéastes, artistes, compositeurs du monde, mais qui avaient pour intérêt justement le panafricanisme. Et donc du coup, moi, j'arrive toujours très forte dans les choses que je veux faire, parce que je sais qui je suis et où je veux aller, et je veux toujours créer ma propre méthode. Je ne veux pas suivre le truc déjà fait, déjà établi. Donc, moi, quand j'arrive dans la série, j'arrive pas en disant « je fais une série ». J'arrive pas en disant « je fais du cinéma ». J'arrive en disant « je veux inventer quelque chose ». Et en inventant quelque chose, j'apporte ma patte et mon style à moi. Sur ce projet donc, qui nous intéresse, Wallabok, je suis la porteuse de projet. J'en suis l'auteur. J'ai invité d'autres auteurs à se joindre à moi. J'ai invité des réalisateurs. J'en ai réalisé quelques-unes. J'ai fait quelques épisodes et j'ai invité Pape Abdoulaye Seck. J'ai invité Zoul Lawani, qui est un Béninois. Je voulais ouvrir et inviter Fama Rayane, je voulais inviter Khadija Sow, je voulais inviter Fatou Touré, je voulais inviter tout le monde à venir apporter quelque chose. Et c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir sur des travaux de cette envergure-là. Donc ce film, je le porte de haut en bas, du dehors vers l'intérieur, mais je le porte parce que c'est l'emblème aussi d'une génération qui a grandi avec le hip-hop et qui n'a pas de film. Justement, cette série Wallabok, quelle est l'idée générale autour de cette anthologie? Quand on le sait, ça parle de jeunes artistes qui s'intéressent au hip-hop. Quelle est l'idée générale derrière cette anthologie-là? De quoi voulez-vous exactement parler? Voulez-vous attirer l'attention sur quelque chose? Alors, je disais que l'univers hip-hop, que l'on quantifie à 30-35 ans d'action, n'a pas de film. A quelques documentaires, très peu, mais n'a pas de fiction. N'avait pas beaucoup d'écrits, en dehors de ce que quelques académiques avaient produit, mais écrits avec un niveau accessible qu'à des universitaires, à des chercheurs, etc. Donc avec un ami nigérian, il y a 25 ans, on commence à faire des interviews de différents protagonistes du monde du hip-hop. Toutes ces archives sont là. C'est 120 heures d'interviews, de conversations, de balades de concerts, de boîtes de nuit. Il y a de tout dans tous les endroits du hip-hop, avec toutes sortes de personnes sur 25 ans. Joseph rentre au Nigeria, on a trop de matière, on ne sait pas quoi faire avec, bref.
Je me dis, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Et un ami, avec une maison d'édition formidable, à Malayon, se lève un jour et puis me dit, tiens, voilà ce qu'on va en faire. Une anthologie. Reverse ce que toutes ces personnes ont à dire, parce que ce sont des historiens, ce sont des chroniqueurs, ils sont en vie, ils sont là. Il n'y a pas de raison qu'on s'intéresse aux gens que quand ils sont morts ou parce qu'ils ont franchi le seuil de la sagesse. Permettons aux jeunes de dire quelque chose. Et là, c'était parti. Les retranscriptions, etc., les agencements. On y a mis quelques photos. Il a fait un travail. Moi, quand j'ai vu l'anthologie, j'étais toute surprise et je me suis dit, enfin, quelque chose de significatif pour le hip-hop. 25 ans après, par une femme qui est bercée par le hip-hop et en plus, à un niveau de lecture vraiment pour tout le monde. Et l'anthologie nous a surpris parce que ça a été un gros succès. On l'a vendu par Amazon, on l'a vendu par toutes les voies possibles et imaginables. Et très vite, il n'y en avait plus. Bon, ce n'est pas de mon ressort de le rééditer, mais voilà, le livre, il a fonctionné. Je l'ai présenté un peu partout dans le monde et un jour, mon amie Myriam Thiam qui dit, mais à une époque, on avait des petits sketchs, ton bouquin, il me donne cette envie de sketch, etc. Pourquoi tu ne ferais pas une série? Et bien voilà ce que Myriam veut, Fatou veut. Et là, je me suis dit, OK, voilà un projet. Et toutes les personnes qui avaient écrit dedans, je les ai contactées assez individuellement en disant, bon, qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela, quel format, où aller? Et j'ai fait une sorte de... j'ai posé là ma calebasse et tout le monde y a mis une contribution énorme. Et je savais à partir de là où j'allais. Mais Fatou, tu vas parler de toutes les tranches d'âge, des plus petits, des jeunes filles, des grandes sœurs, des grands frères, mais surtout des mamans. Celles qui chapeautent cette petite famille, qui parfois ont un compagnon pour les accompagner et parfois n'en ont pas. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est toute ma vie, c'est toutes mes recherches, c'est tous mes sujets. Chacun des sujets sur lesquels j'ai travaillé en 25 ans se retrouve dans ce film-là. Ah, là, maintenant, on a ouvert à plus d'auteurs, plus de scénaristes. Le scénario, il a évolué jusqu'au dernier jour de tournage. Parce que de nouvelles choses se passaient, parce que les acteurs portaient tellement bien les rôles qu'ils apportaient quelque chose en plus. Et à partir de ce moment-là, boum, ça pouvait être validé. Ce n'est pas un problème. Notre film, il est campé dans un univers hip-hop parce qu'on y parle de jeunesse et que la jeunesse a une musique, sa musique c'est le hip-hop, mais en même temps, il ne parle que de survie. Il parle de ma mère, de ta mère, de la mère d'autres personnes qui ont des enfants et qui ont envie de les voir réussir, grandir, être solides et contribuer à tout, à la famille, à la société, etc., etc. Et quand ces enfants-là, ces mamans-là, ces familles-là n'ont pas de chance, je vais dire ça comme ça, quand ils se retrouvent dans des quartiers surpeuplés, dans des quartiers où l'administration est arrivée après eux, où les hôpitaux sont arrivés après eux, où l'école est arrivée après eux, souvent, ils ont réinventé un mode de vie, déjà architectural. Donc, entre les impasses, entre les rues trop petites, entre les rues trop comme ci, trop comme ça, on crée un univers dans lequel il faut inventer un mode de vie. Et c'est les enfants et la jeunesse qui inventent un mode de vie. Et dans ce mode de vie-là, le hip-hop, il prend une place prépondérante parce que les adultes sont absents. Ils sont allés chercher à manger. C'est de ça que Walla Bok parle. Voilà. Et pourquoi justement cette réflexion sur à la fois les mots de cette société-là que vous venez de décrire et aussi sur les aspects positifs de cette société sénégalaise qui est tout le temps à la quête d'une meilleure vie, qui survit, je dirais. Écoute, j'ai des enfants et je suis à l'âge de beaucoup de mamans dont je parle. Je n'ai pas la même histoire forcément, mais toutes les mamans qui sont au marché de légumes,
de poissons, de vêtements. 365 jours. Ce sont les mamans de tous ces garçons qui montent sur scène, de toutes ces filles qui montent sur scène, de celles qui agressent la nuit, de ceux qui agressent la nuit, de ceux qui sont en prison, de celles qui sont en prison. Donc, pour moi, c'était important, à un moment donné, de se dire qui sommes-nous réellement. Pouvons-nous arrêter de dire que c'est un pays béni parce qu'on a des saints enterrés, parce qu'on a nos prières, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça, alors qu'en fait, ça, ce n'est que le côté doré de nos fantasmes. Et que dans la vraie vie, il y a un réel problème d'assistance en profondeur. C'est l'éducation. L'éducation, c'est l'école et c'est la famille, et les deux sont en rupture. Dans la maison, la famille n'est plus ce qu'elle était. Tout le monde court après le pain. Et l'école, elle ne peut pas prendre les responsabilités de tout le monde. C'est pas possible. Et l'école, elle a un problème fondamental. Elle n'a pas suivi les mutations. On parle Wolof H24 et on veut éduquer les gens en français. On ne veut pas changer les matières, on ne veut pas changer les choses qu'on y apprend. Et on n'a pas la possibilité d'y garder les enfants assez longtemps pour les intéresser à l'école. Quand il pleut, on occupe l'école 3 mois après l'ouverture. À quel moment est-ce que l'enfant peut valoriser cette école dans laquelle sa famille a dormi pendant qu'il y avait la pluie? Et de plus en plus de quartiers subissent cette affaire-là. Donc ce n'est même plus certains quartiers que l'on pensait trop lointains à filmer. Maintenant, il peut pleuvoir n'importe où et on peut être inondé réellement à n'importe quel moment. Donc pour moi, cette série, c'est vraiment l'introspection dans la vérité de qui nous sommes, de nos liens qui sont toujours un peu durs dans la famille, parce que il y a des personnages, par exemple, clés comme Dibor, qui est la grande sœur dans la famille. On n'est pas d'accord avec son mode de vie, qui s'habille avec un look un peu semi-prostituée, semi-jeune fille moderne, on ne sait pas trop. Mais elle emmène de l'argent à la maison et elle l'aide. Quand elle l'aide, personne ne dit rien, mais par contre, elle n'est pas valorisée pour la femme qu'elle est, parce que elle ne fait pas honneur à la famille, visuellement en tout cas. Quand les jeunes hommes, ils n'ont pas de pantalon, de chemise, ils ne peuvent pas compter sur la famille pour ça, parce qu'on doit les nourrir, ils doivent le voler quelque part. On voit bien qu'ils s'habillent, qu'ils ramènent ça à la maison, et personne ne pose les bonnes questions. Et pourtant, ils prient comme tout le monde, ils ont des guides religieux comme tout le monde, ils ont des aspirations à une vie meilleure, mais ils sont faits d'autre chose. J'avais envie d'un moment face à la télé que des parents et des enfants pourraient partager, et chacun dans sa tête se dirait « là il a raison, vous avez vu, ils sont comme ça les parents, ils sont comme ça les enfants », mais qu'au moins la vérité circule dans le silence pendant que l'on consomme ça. Et j'avais envie de rendre hommage à une musique qui donne du courage. Moi, le hip-hop m'a donné un cœur de lion, le hip-hop du monde entier, parce que je n'ai pas attendu le hip-hop sénégalais, mais ça m'a permis d'aller chercher les choses qu'on ne m'avait pas données, d'aller chercher les choses que je n'avais pas comprises, d'être dans un univers qui m'offrait un peu de liberté pour être, pour les moments de folie, pour les moments de rencontre, pour tout. Et le hip-hop est capable de donner ça. Il le donne dans des milieux plus huppés, il peut le donner dans le ghetto aussi. Aujourd'hui, le hip-hop, on en parle, le hip-hop qui vous a bercé, vous l'avez dit tout à l'heure. De quel œil est-ce que vous voyez le hip-hop sénégalais? Quelle est sa place à l'échelle sous-régionale ou je dirais l'échelle internationale? Est-ce que le hip-hop a sa place, le hip-hop sénégalais? Écoute, moi, le mot international, il ne m'intéresse pas. On est dans un village global, comme on dit, où chacun amène son local. Et quand c'est universel, voilà, tout le monde marche. Donc pour moi, l'international que tout le monde valorise, on vous donne un grade parce que vous avez voyagé. Quand les gens voyagent, ils se photographient, ils se mettent dans un état. On est plus sur le fait qu'on voyage que sur ce qu'on y trouve ou ce qu'on y rencontre. Moi, Doruma Lolo. On
va dire, c'est mes privilèges d'être né dans des familles de voyageurs, mais je suis intéressée par le fond des choses, par pérenniser les choses. Je ne suis pas dans les surfaces, je ne suis pas dans les chiffres, je ne suis pas dans les nombres, je ne suis pas dans l'esbrouf, faire semblant. Le hip-hop, c'est pas ce qu'il était, c'est pas ce qu'il m'a appris. Et il peut le devenir aujourd'hui, parce que tout le monde court à l'argent, à la subvention, au nom, au renom. Tout le monde veut être celui par qui on dira que le hip-hop fait ou défait. Moi, j'ai 50 ans. Ce n'est pas des gens plus jeunes que moi qui vont me faire ou me défaire. Et en tout cas, ce n'est certainement pas ce hip-hop-là que j'ai connu. Moi, j'ai connu un hip-hop qui avait une philosophie, parce qu'il le prenait directement d'un concept américain qui était né pour aider les autres. Le hip-hop, quand il a débarqué aux États-Unis, ce sont des familles de migrants qui le tenaient. Ce n'étaient pas des Américains de souche, de première, enfin, si toutefois ça existe. En tout cas, c'était des familles de migrants qui avaient besoin de se retrouver ensemble, qui avaient retrouvé leur rythme, leurs odeurs, leurs couleurs, leur bouffe. Les block parties, ils bloquaient des rues. Moi, ça me ramène comme image, par exemple, Botoro Tiben Kogne, que tu ailles dire bonjour à tout le monde. Dans ton allée, tu as déjà identifié le terrain dans lequel tes enfants vont jouer, tes voisines, etc., etc. Donc pour moi, ce hip-hop qui aidait les plus jeunes, parce qu'il n'y avait rien, c'était des quartiers pauvres, qu'une certaine institution américaine aussi essayait de laisser à la dérive pour revenir prendre ces endroits-là, qu'ils ont retransformés aujourd'hui en quartiers plus huppés et plus chers. Mais ces endroits-là qui étaient habités par des communautés migrantes souffraient beaucoup du manque d'assistance de tout, surtout pour leurs enfants, quand eux étaient allés chercher à manger. Donc c'est le hip-hop qui a généré le système de survie par la créativité, par l'entraide. Moi, c'est ça que je connais. Et je pense qu'aujourd'hui, je surprends énormément parce que les gens n'ont plus l'habitude de voir des gens ou généreux, ou fédérateurs, ou qui sont dans le collectif. Mon projet est le projet de Fatou Kandé Senghor, certes, mais c'est le projet de tout le monde. Wallabok, c'est vraiment le projet, la série, où chaque personne que tu croises dans la rue, je lui autorise à dire « ma commande », parce que c'est nous, parce que c'est une conversation entre nous. Ce n'est pas, il n'y a aucune paternité de « c'est à cause de moi, c'est grâce à moi », il n'y a pas. Moi, je suis la porteuse de projet, point. Ma indi bool bi tek tasaare kuddu yi ñi téye kuddu yi mën a jox leen ñi ci ginnaaw aja alternons-nous, mettons-y. Allez, ça remonte et ça redescend et c'est parti. Donc c'est vraiment un projet pour parler aux gens, pour se parler en toute réalité, mais en même temps pour rendre des hommages vraiment concrets, encore une fois, à cette forme artistique qui a permis à plein de jeunes de se régénérer, de se trouver une oreille. Parce que chez eux, tout le monde était allé trouver à manger pour eux et qu'eux avaient le temps d'aller apprendre quelque chose auprès d'autres personnes plus âgées qui faisaient du rap, qui faisaient du DJing, qui faisaient du graffiti, qui faisaient du roller skate, qui étaient dans le fashion, etc., etc. Et qui a permis à quelqu'un qui n'avait rien, qui était sorti de l'école, qui ne faisait pas menuisier, qui ne faisait pas menuisier métallique, qui n'avait pas accès à ce type de boulot qu'on connaissait déjà dans le quartier. Il y a eu des nouveaux types de boulot qui étaient dans le entertainment, mais qui en même temps étaient dans l'éducation. C'est ce que ce film-là essaye de faire. Donc pour moi, le hip-hop est vraiment, c'est le mur sur lequel on a accroché cette peinture finale, qui est Wallabok. Et je tiens vraiment, vraiment à ce qu'on ne confonde pas, qu'on ne le prenne pas pour un film essentiellement hip-hop. Il est au parfum hip-hop, on va dire. Son objectif n'est pas les concerts, les ci, les ça, mais en parlant de nous, en parlant de notre jeunesse, en parlant de leur famille, on rend hommage aussi à cette culture qui a été nourricière.
Justement. Alors, on va parler de la production proprement dite, de la réalisation. Wala Bok a été réalisé en plein confinement lors de la crise sanitaire. C'était facile, c'était difficile. Comment est-ce que vous en êtes sorti côté financement? Et bien sûr, il y avait aussi l'appui du FOPICA qui a joué sa partition. Comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, trouvez, vous voyez l'apport de ce fonds dans le milieu du cinéma? Ce film, il est magique parce qu'il s'est tourné sur 4 ans au finish. En fait, ce film, il a eu tous les problèmes possibles et imaginables. Moi, je suis film bi guerrier la guerrier hip-hop dëggantaan. Ce film a dû attendre quelqu'un tout le temps. Un comédien avec une bonne place, pas disponible. Des techniciens déjà bookés, qui avaient vécu le retard de l'absence de ceux-ci, qu'ils étaient partis. Un fonds transféré pour pouvoir travailler, qui était dans les tubes des banques sénégalaises, 1 mois. Impossible qu'on le reçoive dans le compte final pour on ne sait pas quelle raison. La pluie, le vent, puis le corona. Donc on a tout traversé, mais il y a eu un noyau qui s'est cramponné, qui a fait. Les pros sont venus et partis, Sourgueyi, les stagiaires, certains venus, partis, et d'autres, le noyau dur a gardé l'affaire au chaud et en main. J'ai appelé ce projet pendant qu'il se faisait, je leur disais que c'était l'auto-école. Amen. Et moi, j'étais en plein cours parce que Tamonako, c'est ce que je donne. Je suis dans la transmission depuis moi. Je n'ai pas attendu d'avoir 50 ans. Depuis 25 ans, je partage ma connaissance avec plus jeunes. Et donc, du coup, c'était une très, très bonne ambiance. On a laissé personne galérer pour venir, galérer pour manger, galérer pour partir. On a mis l'argent dans notre film. On a mis l'argent dans la sueur des techniciens. On en doit encore. Mais chaque fois que ça vient, c'est vers eux que ça va. On n'était pas parti pour devenir millionnaire, on n'était pas parti pour révolutionner quoi que ce soit. On avait envie de faire un travail d'artiste, qui soit entre le documentaire, le live, le cinéma, créer quelque chose de nouveau, rendre des hommages à des gens qui sont là, qui travaillent pour le hip-hop, à des pionniers qu'on a tendance à oublier, alors que s'ils n'avaient pas été là, les autres n'auraient pas été capables d'avancer. C'est cela que notre film, à nous, essaye de faire. Et la Covid, comme tu dis, quand c'est arrivé, la peur au ventre, tout s'est arrêté. Les autorisations, les ceci, les cela. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et le comédien, il y a un comédien à qui je dois vraiment ma décision de continuer pendant cette période difficile, c'était Modifal, qui m'a dit, nous on veut bien arrêter, rester chez nous, manger notre sombi, notre lard et je ne sais quoi, mais comme l'argent est là pour qu'on finisse de travailler, qu'on nous paye, finissons-le et ensuite on va tous se retrancher et puis on va être au même niveau que tout le monde. Et donc du coup, dans le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Cœur Imagination a dû abandonner cette grande et belle maison où elle accueillait des enfants, où elle formait des enfants, parce que du coup, il n'y avait plus d'enfants nulle part, et nous a dit, bon, la maison est là, on doit la rendre, on va voir comment l'affaire évolue, mais d'ici 2-3 mois, on doit la rendre. Est-ce que vous avez envie de l'utiliser? La maison nous offrait tout, mais tout. Ou loger, ou cuisiner, ou jouer, ou créer de nouveaux décors. Et je me disais, mais comment je vais arriver à faire les inondations, puisqu'il s'agit de pluie, etc., et de malheurs qui arrivent aux familles. Et il y avait une piscine là-bas formidable, dans laquelle on a pu construire le décor. On a pu mettre des baraques pour donner cet effet de gens qui perdaient tout, parce que la pluie avait tout emporté. Et c'est comme ça que nous avons tourné pendant la Covid, mais vraiment la peur au ventre, en filtrant qui rentre, qui sort, avec le thermoflash sur le front, avec le gel, vraiment. Et je me disais, tous les jours, je hurlais aux techniciens, s'il y a une catastrophe ici,
vous n'allez pas venir m'emmener un bol en prison. J'ai répété ça pendant tout le mois de tournage. Et c'était un mois de Ramadan en plus. Donc on a eu le temps d'être ensemble, de travailler et de donner quelque chose d'extraordinaire. C'est les moments les plus formidables du film. Un travail donc de longue haleine, c'est ma dernière question. Le lancement est prévu pour ce 9-là, le 9 juin. Quel est votre sentiment après toutes ces épreuves-là? Ce film, il a été dur à financer parce que j'ai galéré un petit peu à trouver les partenaires financiers. Je voulais les identifier de manière à ce qu'ils me permettent de travailler. Il y a des partenaires financiers, quand vous les avez, ils sont sur votre dos pour chaque virgule. Ils veulent savoir tout, être dans tout, parce qu'ils ont mis leur argent. Moi, je suis tombée sur l'un des représentants de Orange Studio et je dis, ah ben voilà, man yow la tamu, yow mag nga. Il a beaucoup rigolé. Je dis, j'ai choisi quelqu'un avec un certain âge, donc une certaine expérience, qui peut comprendre un personnage comme moi, qui se positionne comme producteur, comme porteur de projet, mais aussi comme formateur. Parce que je n'ai pas envie que des professionnels du cinéma viennent, bam, 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 gagnent de l'argent et s'en vont sans comprendre dans quoi je suis, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer. Pour moi, Wala Bok, c'est un objet aussi, tu vois. Et finalement, cette personne a été très bien. L'accompagnement était très intéressant. La francophonie aussi. On avait pitché à Ouaga et gagné le pitch, donc c'était des partenaires naturels. Puis le Fonds des cultures urbaines est arrivé avant le Fonds du FOPICA. Le Fonds du FOPICA, à mon humble avis, il s'occupe de cinéma. Il se préoccupe de cinéma. Et nos produits à nous, identifiés comme étant de l'audiovisuel, et pourtant, ce sont nos produits qui sont capables de générer de l'argent à restituer et à refaire démarrer une sorte de cagnotte, right? Ce n'est pas le cas des films au cinéma. Après, quand on encourage la visibilité du Sénégal, quand on veut amener le drapeau sénégalais à Cannes, à Locarno, à je ne sais où, à Venise, bon, certes, ça fait du bien aussi. Les pays en ont certainement besoin. C'est peut-être ça qui motive les chefs d'État à se dire « Ah, les enfants de mon pays, dans tel domaine, sont en train de faire parler du pays ailleurs. Je devrais me retourner et voir ce qu'ils font. » Mais cette économie locale, à mon humble avis, est celle à qui on devrait donner plus de force. Le FOPICA, moi je n'ai pas peur des chiffres, hein, a mis 15 millions dans ce projet-là, ce n'est pas un secret, ça devrait être inscrit sur un site web quelque part, et c'est peut-être l'investissement le plus petit par rapport aux autres précités, mais moi ça m'a fait du bien que mon pays m'accompagne sur un projet. Ce sont des fonds destinés, déjà définis, qui sont même littéralement sortis de l'administration, ou en fait ils devraient être sortis de l'administration. Nous, on gagnerait à ce que ce soit des fonds plus autonomes et qui marchent à notre rythme, parce que la coproduction, ça va vite une fois que ça a démarré. Il y a des choses à affiner, à peaufiner. Si ça nous est destiné, il faut qu'on travaille à notre rythme aussi. Ça, je pense que c'est un dialogue qu'il va falloir qu'on arrive à instituer avec la tutelle. Mais quand les produits sont durs à financer et que vous y mettez de l'argent, on peut faire des séries pour moins cher. La plupart de mes collègues autour de moi ont fait des séries pour beaucoup moins cher. Mais moi, j'étais dehors. J'étais dans les quartiers, j'en changeais, la figuration était très importante, etc., etc. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus. C'était important qu'il y ait assez d'argent pour que toutes ces personnes-là s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre. Je ne voulais pas de polémique sur qui a gagné, quand, comment. Les gens que j'ai fait jouer ne sont pas des acteurs professionnels. Il y en a 3-4 à tout casser. Tous les autres sont arrivés, on leur a fait confiance, on les a travaillés à fond. Ce ne sont pas des gens avec qui on peut avoir des problèmes d'argent. Il faut que les Sénégalais réfléchissent à la question de l'argent. Il faut que les Sénégalais réfléchissent à la question de contribution. Il faut qu'ils arrêtent avec leurs problèmes de reconnaissance. Il faut qu'ils participent aux choses pour que leur domaine d'activité, que leur pays, que leur région, pour que tout
rayonne. À un moment donné, quand on arrive à lever le truc assez haut, maintenant on peut jouer la carte des individualités. Sinon, les individualités, c'est simple. C'est ndeki, agne, reer, diabar, dom, mak, 4-4, etc., etc. Ce ne sont que des choses que la société leur a mis dans le visage et qu'ils n'atteindront pas sans voler les autres, sans contraindre les autres à les suivre, sans jouer à des jeux de rôle, maye qui souffle, fen à gauche, fen à droite. Moi, je ne fais pas ça. Moi, tous les jours que je mets en place un projet, je réfléchis aux 1000 personnes qui peuvent en bénéficier techniquement. Probablement parce que dans mon sort, mais il faut se faire un objectif dans la vie. Et moi, mon objectif, c'est l'immortalité de ce que j'offre à mon continent. Même pas à mon pays. Les choses que j'écris, les choses que je crée, les choses que je pose, je souhaite qu'elles soient pérennes, qu'elles circulent, qu'elles restent, qu'on les présente à des générations et des générations. Mais je n'ai pas envie d'être celle par qui tout passe. Boudne mode c'est Dieu qui décide. Boudne hip-hop, c'est qui décide. Boudne lambo, c'est tel qui décide. Le monde ne peut pas fonctionner ainsi. Fille, Koufi décide 10, 15 ans. Boule yalla yobu boule, kenen fek silan. Il faut en être conscient et il faut maintenant se mettre sérieusement au travail. Parce que ça y est, l'expression Wolof, Aduna dire na ba pare, elle n'est pas plus réelle qu'autre chose. Aduna, dafa dire ba pare. Il faut que les gens se reconcentrent et aillent chercher la connaissance qu'ils n'ont pas. Xam-xam bi da manqué fep ci hip-hop bi bare na ci. Te hip-hop nak ku amul xam-xam munu fa ne. Instrument ak élément ngay nek rek te instrument ak élément mënoo ko def toute une vie. Ça vient avec de la connaissance et il faut aller la chercher. Rap bi sax du coup ça me permet de te dire ce que je pense du hip-hop. Ma dàq lii daw leen nëbbatu ji ci seen yaay yi parce que ma dàq flow ma machin. Je sais même pas pourquoi ça marche d'ailleurs. Mais parce que tout le monde du coup, même les moins bons ont des punchlines qui parlent d'eux. Il n'y a pas de proposition artistique. Il n'y a pas de gens pour encadrer ces gens-là, parce que toutes les formations qui devraient pouvoir permettre que les cycles se fassent correctement sont données à un niveau qui ne le fera pas. C'est un niveau où on aura un parchemin et on mettra un ministre ou un maire à côté pour faire une photo, mais on ne sera pas à la hauteur de ce parchemin-là. Parce que li ñu jàng mënuñu ko jàng noonu mu mokk amoo culture générale demoo dikko Ourossogui mii musoo faa dem mënuloo bokk ci mouvement interplanétaire mënuta ne. Donc vraiment, je répète, notre hip-hop, on n'a pas à s'en targuer à l'international où les gens sont en train de chercher leur place, qu'ils la cherchent, qu'ils la trouvent surtout, c'est ce que je leur souhaite. Mais je suis super fière quand même de voir qu'un groupe comme Kurgi, il y a quelques années, pas très loin derrière, avait fait presque 253 sorties dans le monde entier pour présenter leur musique, pour parler de leurs conditions économiques, sociales et politiques. Ça me plaît, right? Ils rentrent chez eux, tranquilles, ils font ce qu'ils ont à faire et ils ont la position qu'ils ont. Ils sont évolutifs, ils apprennent des choses et ils assument un rôle social, c'est ça leur chemin. Il y en a d'autres qui en prennent, qui choisissent aussi leur chemin, fine. Mais que ne lépp lalu si connaissance, wutum xam-xam ak générosité. Notre hip-hop, Keyti avait dit, tout le monde est sur son chemin, il n'y a pas de mouvement, parce qu'un mouvement, mooy li ci wolof mbolo mooy doole, qui font quelque chose ensemble. Koku, c'est même pas propre au hip-hop. Koku, c'est propre à Yaru Dom au Sénégal. C'est ça notre truc. C'est qu'on est comme ça ensemble là. Mais quand il y a l'opportunité de rentrer tout seul et de ressortir tranquille et rien dire aux gens, ben on est de ça. Right? Donc on ne peut pas espérer que dans le hip-hop, parce qu'il est vocal, parce qu'il met le doigt sur les choses, on ne peut pas espérer qu'on soit différent. Ce sont des Sénégalais de base, élevés dans des familles sénégalaises de base, avec toute cette structuration-là. On ne peut pas améliorer quelque chose si on n'est pas construit différemment. Voilà.
Le message donc de Fatou Kandé Sangor, réalisatrice de la série Wallabok. Artiste, réalisatrice, cinéaste, voilà. Donc merci en tout cas pour tous ces éclairages et vraiment on souhaite bon vent à la série Wallabok. On se donne rendez-vous le 9, on y sera, oui, pour le lancement de cette série. On fait la première le 9 parce qu'il faut récompenser les techniciens et les comédiens naturellement. Et le Grand Théâtre, c'est un espace que les Sénégalais aiment bien, surtout que maintenant il s'appelle Doudou Ndiaye Coumba Rose. Mais il sera diffusé sur les plateformes Orange, puisque c'est le premier partenaire. Après ce tour de diffusion sur 24 plateformes Orange en Afrique francophone, après on attaquera les télés. Après on a le temps, parce que les 30 épisodes existent. Et que voilà, il va falloir un an pour bien le poser, laisser tous les débats s'élever, descendre, et voilà. Merci en tout cas. Et c'est la fin de ces coulisses de Sénéwood. Merci de l'avoir suivi. C'est également la fin de ce nouveau numéro de Sénéwood sur ITV. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, oui, pour un nouveau numéro de Sénéwood, votre émission qui parle des actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV. Merci.